La vitre était froide, une barrière invisible mais absolue entre la tiédeur de la pièce et l'abîme glacé qui s'étendait au dehors. Elias pressa son front contre le verre, sentant le contact rigide de la matière alors que ses yeux se perdaient dans le velours d'un noir d'encre, piqué de ces diamants lointains et indifférents que nous appelons les étoiles. À cet instant, le silence de la nuit semblait porter en lui une question lancinante, une de celles qui hantent l'éveil des rêveurs et des savants. Pourrions-nous un jour briser nos chaînes terrestres? Pourrions-nous, en une seule année de vie humaine, franchir les frontières de notre système solaire en chevauchant la lumière elle-même? C'était une pensée vertigineuse, une soif d'aventures interstellaires qui brûlait dans la poitrine comme un feu ancien. Conquérir les distances incommensurables, transformer le vide en chemin, l'impossible en destination. Pourtant, dès que l'esprit tentait de saisir la réalité des chiffres, l'exaltation se muait en une humilité brutale. L'astrophysique n'est pas seulement une science de la découverte, c'est une leçon de modestie constante, une révélation de notre propre insignifiance face à l'étendue d'un univers qui ne nous a pas attendus pour exister, et qui ne s'arrêtera pas de respirer après nous. Ce cosmos est une tapisserie de réalité peut-être infinie, où chaque probabilité, aussi infime soit-elle, finit par trouver un lieu pour devenir certitude. Elias songea à cette unité de mesure que l'on prononce avec une légèreté trompeuse, l'année-lumière. Pour le commun des mortels, c'est une distance de science-fiction. Pour la physique, c'est une sentence. Le messager le plus rapide de l'univers, le photon, parcourt exactement 299 792 km par seconde. En une seule année, ce voyageur infatigable dévore environ 9,46 billions de kilomètres. Un avion de ligne conventionnel, avec son ronronnement rassurant et ses plateaux repas, mettrait des siècles, des millénaires, à couvrir ce que la lumière traverse pendant que nous fêtons un simple anniversaire. Les gens sous-estiment l'abîme. Ils croient que le futur nous offrira des raccourcis, que nos moteurs conventionnels finiront par nous y porter. Mais la réalité est une encre, même à la vitesse de la lumière, nous resterions confinés dans le voisinage immédiat, dans le vestibule de notre propre demeure stellaire. Il baissa les yeux vers les cartes stellaires étalées sur son bureau, là où le système solaire n'était dessiné que comme un point minuscule perdu dans une vacuité dévorante. Ce balai planétaire, où les mondes tournent avec une harmonie horlogère autour du Soleil, n'est qu'une oasis fragile. Sa limite extérieure, là où l'étreinte gravitationnelle de notre étoile commence enfin à faiblir, se situe à environ une année-lumière de distance. C'est là que se trouve la frontière. Voyager à la vitesse de la lumière pendant un an ne ferait que nous déposer au bord du précipice, sur le seuil de ce que nous considérons encore comme « chez nous ». Les analyses astronomiques les plus récentes, celles qui avaient filtré en cette année 2025, confirmaient cette vision d'une banlieue solaire bien plus vaste et complexe qu'imaginée. Le nuage d'Oort, cette immense enveloppe sphérique composée de corps glacés et de comètes assoupies, entoure notre système comme une armure de givre. Les estimations révisées situaient son rayon entre 0,03 et 1,5 années-lumière, certains modèles grimpant même jusqu'à 3,2 années-lumière. Le système solaire n'est pas un disque plat, c'est une cathédrale de glace dont les voûtes s'étendent bien au-delà des orbites planétaires connues, un réservoir de mondes orphelins attendant qu'une perturbation gravitationnelle les précipite vers la lumière. Elias se souvint des données captées par l'Atacama Large Millimeté et Submillimeté Array, ALMA, plus tôt dans l'année. En 2025, les télescopes avaient scruté l'activité moléculaire de la comète CE 2014-1271, plus connue sous le nom de Bernardinelli-Bernstein, le plus grand colosse jamais identifié dans le nuage d'Oort. À une distance de 16,6 unités astronomiques, les capteurs avaient détecté des émanations de monoxyde de carbone et d'eau. C'était une révélation chimique. Ces substances, piégées dans le froid absolu des confins, sont les briques fondamentales qui auraient pu contribuer à la naissance de planètes habitables ailleurs. Elles portent en elles des molécules organiques, des graines de vie prêtes à être semées dans des mondes lointains par le jeu cruel des collisions cosmiques. Les simulations de 2025 suggéraient même que ce nuage d'Oort n'était pas un chaos informe, mais qu'il possédait des structures spirales, une sorte de galaxie miniature façonnée par les marées galactiques, avec une proportion de météores rocheux estimée à environ 5%. Le cosmos n'était pas un vase clos. Elias songea à la comète interstellaire 3I Atla, observée elle aussi en 2025. Venue d'un autre système stellaire, elle traversait notre espace comme un étranger pressé, transportant des matériaux forgés sous d'autres cieux, près d'autres soleils. La sonde Parker Solar Probe avait réussi l'exploit de capturer des images de ce visiteur, documentant son interaction brutale avec le vent solaire. Ces objets étaient la preuve vivante que le nuage d'Oort est un miroir dynamique des processus cosmiques, un lieu où les dangers se cachent dans l'ombre. Des comètes géantes pourraient,
sous l'influence de forces galactiques invisibles, être projeté vers l'intérieur de notre système, rappelant à la Terre sa vulnérabilité absolue face aux caprices des frontières. Mais que pesait la technologie humaine face à de telles échelles? Elias soupira en pensant à Voyager 1. Lancée en 1977, cette frêle bouteille à la mer errait dans le noir depuis 48 ans. En 2025, elle avait atteint une distance de 25,4 milliards de kilomètres, s'éloignant à une vitesse de 17 km par seconde. Un exploit pour l'ingénierie humaine, et pourtant une dérisoire avancée à l'échelle de l'univers. En 2026, elle franchirait enfin la marque d'un jour-lumière. Mais pour traverser une seule année-lumière à cette allure, il lui faudrait 17 500 ans. Proxima Centauri, notre voisine la plus proche, restait à 4,2 années-lumière, une destination qu'elle n'atteindrait pas avant 70 000 ans. Pourtant, la persévérance humaine avait quelque chose de touchant, presque tragique. En 2025, la NASA avait activé les propulseurs de secours de Voyager 1 pour maintenir l'antenne orientée vers la Terre, sacrifiant certains instruments pour prolonger son agonie créatrice. La sonde continuait de murmurer des données sur la densité du plasma et les champs magnétiques de l'espace interstellaire, comme un vieillard qui refuse de fermer les yeux avant d'avoir raconté tout ce qu'il a vu. À l'autre extrémité du spectre technologique, la Parker Solar Probe incarnait notre soif de vitesse. En 2025, elle avait pulvérisé des records, dépassant les 690 000 km/h. Lors de son passage au plus près du Soleil en décembre, elle avait frôlé la surface d'Alfvén, cartographiant cette frontière turbulente où l'atmosphère solaire se détache pour devenir vent. Elle avait révélé que cette limite n'est pas lisse, mais hérissée et chaotique durant les phases d'activité solaire intense. Mais même à cette vitesse prodigieuse, un voyage d'une année-lumière prendrait encore 1560 ans. L'histoire de l'humanité ne s'étendait que sur 5500 ans environ. Entreprendre un voyage vers les étoiles signifierait condamner des centaines de générations à vivre et à mourir dans le ventre d'acier d'un vaisseau, sans jamais connaître le ciel bleu ou l'odeur de la pluie sur la terre chaude. Les études médicales de 2025 sur les vols de longue durée étaient d'ailleurs sans appel, le corps humain est une machine terrestre, inadaptée au vide. Une perte osseuse mensuelle de 1 à 1,5%, une atrophie musculaire inexorable, et une exposition aux radiations multipliant les risques de cancer et de cardiopathie. Nous sommes biologiquement fragiles, des créatures de boue et d'eau tendant des mains de verre vers des soleils de feu. Elias se redressa et s'éloigna de la fenêtre pour verser un peu de thé dans sa tasse. La vapeur montait en volutes délicates, rappelant les nébuleuses qu'il étudiait. La Voie lactée, notre galaxie, s'étirait sur 100 000 années-lumière. Même si nous parvenions à chevaucher un rayon de lumière, il nous faudrait 100 millénaires pour la traverser de part en part. Et pourtant, la théorie de la relativité nous interdisait formellement d'atteindre cette vitesse limite pour tout objet possédant une masse. L'univers semblait avoir érigé des murs infranchissables pour nous garder dans notre enclos. Et pendant que nous nous débattions avec nos sondes poussives, le grand drame cosmique suivait son cours. La galaxie d'Andromède se rapprochait de nous à 110 km par seconde. Les simulations de 2025 affinaient les probabilités de la collision titanesque prévue dans quelques milliards d'années. L'univers observable, avec ses 93 milliards d'années-lumière de diamètre et ses 20 billions de galaxies estimées, n'était qu'un champ de bataille de force colossale. Le télescope James Webb, JWST, avait d'ailleurs jeté un pavé dans la mare des certitudes en 2025. Il avait révélé des galaxies massives et des trous noirs supermassifs existant peu après le Big Bang, là où les modèles prédisaient qu'il n'aurait dû y avoir que du gaz informe. L'histoire du temps demandait à être réécrite. C'est dans cette obscurité que naissaient les rêves les plus fous. Elias repensa au concept du moteur à distorsion d'Alcubierre. L'idée de contracter l'espace devant le vaisseau et de l'étendre derrière lui, créant une bulle de réalité qui glisserait sur la structure même de l'univers sans violer les lois de la physique locale. En 2025, de nouveaux modèles théoriques utilisant des nacelles cylindriques avaient réduit les besoins énergétiques, rendant ces configurations presque envisageables sans nécessiter des quantités impossibles d'énergie négative. Mais les instabilités demeuraient, des spectres mathématiques hantant les équations. Il y avait aussi cette tension insaisissable autour de la constante de Hubble. Le rythme d'expansion de l'univers ne semblait pas s'accorder avec lui-même. Les mesures locales indiquaient 73 km par seconde par mégaparsec, tandis que les données de l'univers primordial s'obstinaient à afficher 67. Les observations de lentilles gravitationnelles effectuées en 2025 n'avaient fait qu'accentuer cette divergence, suggérant que nous passions à côté d'une nouvelle physique, une vérité plus profonde et peut-être plus étrange encore.
L'univers cachait d'autres mystères, comme ce point froid dans le fond diffus cosmologique. En 2025, l'hypothèse d'un immense vide, un supervoie, était étayée par de nouvelles corrélations, mais l'ombre d'une explication plus radicale subsistait, la cicatrice d'une collision avec un autre univers, une preuve tangible du multivers. Elias ferma les yeux. En mécanique quantique, l'interprétation des mondes multiples gagnait du terrain. Chaque mesure, chaque choix, chaque battement de cils pourrait engendrer une ramification de la réalité. Les expériences sur les ordinateurs quantiques et les débats acharnés de 2025 renforçaient cette vision vertigineuse d'une existence fragmentée en une infinité de possibles. Peut-être qu'ailleurs, dans une réalité parallèle, une autre version de lui-même ne se contentait pas de regarder les étoiles, mais marchait sur le sol de fer d'une planète lointaine. Toutes ces connaissances, toutes ces découvertes ne faisaient qu'aiguiser sa curiosité. L'univers était un sanctuaire de secrets dont nous ne faisions qu'effleurer les murs. Notre existence était fragile, oui, mais elle était chargée d'une signification immense précisément parce que nous étions capables de comprendre l'ampleur de ce qui nous dépassait. Les étoiles qui scintillaient au-dessus de sa tête n'étaient pas seulement des boules de gaz lointaines, elles étaient des phares nous rappelant que nous appartenions à un ensemble plus vaste, une symphonie cosmique mystérieuse qui nous invitait sans cesse à explorer, à chercher, et surtout, à ne jamais cesser de rêver. Il se rassit dans son fauteuil, la lumière de la lune filtrant à travers les rideaux, dessinant des ombres mouvantes sur les murs. Le voyage vers les étoiles ne se ferait peut-être pas avec de l'acier et du carburant, mais par l'esprit, par cette capacité unique qu'avait l'homme de transformer le néant en poésie et le silence en équation. L'immensité n'était plus une barrière, elle était une promesse. Le silence de la pièce s'épaissit, une substance presque tangible qui pesait sur les épaules d'Elias. Sa tasse, désormais froide, reposait sur le sous-main en cuir usé, mais il ne la voyait plus. Ses yeux, fixés sur le vide entre les rideaux, cherchaient une faille dans la trame même de la nuit. Le concept de la promesse dont il venait de se bercer n'était pas une simple consolation poétique, c'était une intuition sauvage, un de ces éclairs de lucidité qui frappent les chercheurs au bord de l'épuisement, là où la rigueur mathématique finit par s'effilocher pour laisser place à la vision. Il se leva, les articulations craquant dans le calme absolu de son bureau. Chaque pas sur le parquet grinçant résonnait comme un rappel de sa propre finitude, un métronome biologique décomptant les secondes d'une vie qui, à l'échelle de la galaxie d'Andromède, n'était qu'un battement de paupières. Il s'approcha de la fenêtre et posa son front contre la vitre fraîche. Dehors, la ville dormait, noyée sous un dôme de pollution lumineuse qui tentait vainement de masquer l'abîme. Les équations de 2025 tourbillonnaient dans son esprit comme des feuilles mortes prises dans un courant d'air. Cette divergence de la constante de Hubble, ce fossé entre 67 et 73, n'était pas une erreur de mesure. Il en était désormais certain. C'était le murmure d'une vérité qui refusait de se laisser enfermer dans une géométrie euclidienne. L'univers ne se contentait pas de s'étendre, il respirait, il changeait de rythme selon l'endroit d'où on l'écoutait. C'était une symphonie dont nous ne percevions que les percussions lointaines, ignorant encore les cordes et les vents qui en composaient la mélodie profonde. Il repensa à la bulle d'Alcubierre. Les modèles récents suggéraient que pour plier l'espace, il ne fallait pas seulement une énergie colossale, mais une résonance particulière avec le vide quantique. L'espace-temps n'était pas un tissu inerte, mais une mer agitée de fluctuations virtuelles, un océan de possibilités où chaque particule était une vague éphémère. Voyager vers les étoiles ne demandait pas de la force brute, mais de la finesse ou une manière de glisser entre les notes de la réalité. Une étrange exaltation le prit. Et si le point froid, cette cicatrice dans le fond diffus cosmologique, n'était pas le signe d'une blessure, mais une porte dérobée? L'idée d'une collision avec un autre univers ne l'effrayait plus. Elle le fascinait. Dans ce modèle de multivers, la mort elle-même perdait de sa superbe. Quelque part, dans une itération infiniment proche de la sienne, Elias n'était pas seul dans ce bureau. Quelque part, les barrières de la physique avaient déjà cédé sous le poids de l'imagination. Il retourna à son bureau et alluma sa lampe de travail. Le cercle de lumière dorée délimita son propre petit univers, un îlot de conscience au milieu de l'océan noir. Il prit un carnet et commença à tracer des schémas, non plus des calculs froids, mais des trajectoires oniriques. Il dessinait des ponts d'Einstein-Rosen non pas comme des tunnels sombres, mais comme des entrelacs de lumière, des fils de soie reliant les cœurs des galaxies. La fatigue l'envahit soudain, mais c'était une fatigue sereine, celle du marin qui voit enfin la côte après une traversée sans fin. Il comprit que l'humanité était à l'aube d'une mue.
Nous avions passé des millénaires à ramper sur cette bille de boue et de fer, à lever les yeux avec crainte et superstition. Puis, nous avions appris à mesurer, à peser, à disséquer la lumière. 2025 marquait le début de la troisième phase, celle de l'intégration. Nous n'étions plus des observateurs extérieurs tentant de déchiffrer un code étranger, nous étions le code lui-même. Nous étions l'univers qui tentait de se comprendre à travers des yeux de chair et des neurones de carbone. Elias posa son stylo. Une pensée finale traversa son esprit, une certitude tranquille. La vitesse de la lumière était peut-être une limite pour la matière, mais la pensée, elle, ne connaissait pas de frontières. Au moment où il imaginait la surface d'une exoplanète gravitant autour de Proxima Centauri, une partie de lui y était déjà. La conscience était le moteur à distorsion ultime, le seul vaisseau capable de franchir les 100 000 années-lumière de la Voie lactée en un instant. Il éteignit la lampe. La pénombre reprit ses droits, mais elle ne lui parut plus hostile. Elle était pleine de présence, de futurs possibles, de mondes qui attendaient d'être nommés. Elias s'installa confortablement dans son fauteuil, sentant le sommeil le gagner. Dans ce demi-sommeil, les murs de son bureau s'effacèrent. Il n'y avait plus de plafond, seulement le velours profond de l'espace, piqué de diamants éternels. Il n'était plus un homme vieillissant dans une ville silencieuse. Il était une étincelle de conscience dérivant parmi les nébuleuses, un voyageur sans bagages traversant les siècles et les parsecs. La collision d'Andromède, la tension de Hubble, les spectres d'Alcubierre. Tout cela se fondait en une harmonie parfaite. L'immensité n'était pas un vide à combler, mais un héritage à revendiquer. Alors que ses yeux se fermaient pour de bon, il vit, dans le noir de ses paupières, une lueur ténue mais obstinée. C'était la lumière d'un nouveau matin, non pas celui de la Terre, mais celui d'une humanité qui, ayant enfin accepté sa fragilité, s'apprêtait à embrasser l'infini. Le grand drame cosmique continuait, et pour la première fois, Elias savait qu'il en tenait l'un des rôles principaux. Le voyage ne faisait que commencer, et la route, tracée en lettres de feu dans le ciel nocturne, était d'une beauté à couper le souffle. Il s'endormit avec un sourire léger, tandis qu'au-dessus de lui, invisible mais bien réel, la galaxie d'Andromède continuait sa course inexorable vers nous, non pas comme une menace, mais comme un rendez-vous galactique promis depuis l'aube des temps. L'univers n'était plus un enclos, c'était un jardin dont les portes venaient de s'ouvrir, et Elias, dans ses rêves, en franchissait déjà le seuil.